Moi, je dis toujours, j'ai une phrase et je le répète à toutes les personnes qui viennent me voir. La sophro, c'est comme les abdos. C'est-à-dire que si on veut des abdominaux, il faut faire des abdominaux souvent. Et la sophrologie, c'est pareil. Si on veut des résultats, il faut répéter et mettre des techniques, les inclure dans son quotidien. C'est surtout le moyen de penser à soi et de revenir à soi quelques instants dans la semaine. J'insiste toujours sur le fait que ça a quand même un socle scientifique, que ce soit la sophrologie, que ce soit l'hypnose, que ce soit la PNL. Au départ, il y a des psychiatres ou des psychologues qui ont inventé ces techniques-là. Ce sont des techniques complémentaires, mais qui peuvent s'ajouter à plein d'autres choses. Bienvenue sur Lumi, le podcast qui éclaire sur les approches alternatives et complémentaires à la médecine traditionnelle. Je suis Lucie, la créatrice de ce podcast, et je t'invite à écouter chaque mois un nouveau témoignage. Chaque épisode donne la parole à des personnes confrontées à diverses pathologies, maladies et traumatismes, optant pour des méthodes alternatives pour soulager leur quotidien. Tu découvriras également des experts partageant leur savoir-faire et les bienfaits de ces approches. Ici, nous écoutons, partageons et témoignons dans un esprit bienveillant. Mon objectif est de redonner espoir à ceux qui souffrent, mettre en lumière de nouvelles approches et offrir une voix à chacun. Si toi aussi tu souhaites partager ton expérience en tant que professionnel ou témoigner de ton parcours, rejoins-moi sur Instagram. Bonne écoute sur Lumi. Bienvenue dans le tout premier épisode de Lumi. Je ne pouvais me lancer dans cette nouvelle aventure sans commencer par parler de ma maman, Laurence Guéry. Sophrologue depuis 18 ans et installée à Bidart, sur la côte basque, Laurence débute sa carrière en tant qu'éducatrice spécialisée dans la protection de l'enfance. Elle élargit ses horizons en devenant formatrice pour les étudiants, se préparant aux concours et examens dans les domaines sanitaires et sociaux. C'est à ce moment-là qu'elle découvre la sophrologie et qu'elle souhaite se former et transmettre de nouveaux outils pour la préparation mentale. Après avoir obtenu son diplôme, Laurence ouvre son cabinet dans le Béarn à Villeneuve-de-Navarinx, tout en proposant des consultations à Bayonne. En 2020, elle s'installe définitivement à Bidart. Vous pouvez la retrouver les mardis après-midi et samedis après-midi dans son cabinet, où elle partage son expertise en tant que sophrologue. Je suis très contente de t'accueillir pour ce premier podcast. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter ? Bonjour, alors je m'appelle Laurence Guéry, je suis sophrologue à Bidart. J'ai un cabinet à Bidart dans un cabinet médical avec d'autres professionnels de la santé et du paramédical. Tu as commencé ta carrière en tant qu'éducatrice spécialisée. Qu'est-ce qui t'a conduit à t'intéresser à la sophrologie ? Donc effectivement, j'ai commencé très jeune en tant qu'éducatrice spécialisée et j'ai travaillé dans le secteur de la protection de l'enfance, donc dans un établissement qui reçoit des enfants en maison d'enfants à caractère social et ensuite en assistance éducative en milieu ouvert, donc travailler pour le juge des enfants dans surtout ce qui concernait les problématiques familiales. Parallèlement à ce travail d'éducatrice, très vite, j'ai été formatrice pour des travailleurs sociaux et des personnes qui s'orientaient vers les métiers de la santé. À ce moment-là, je me suis aperçue que puisque j'intervenais pour de la préparation aux oraux des concours, parce qu'à l'époque, il y avait des concours pour entrer dans les écoles de travailleurs sociaux et d'infirmiers, qu'il me manquait un outil. Et cet outil, j'ai découvert au cours de mes recherches que c'était la sophrologie. Donc, je me suis formée à la sophrologie. Cette formation m'a amenée à m'intéresser à la programmation neurolinguistique et ensuite à l'hypnose ericksonienne. Donc, ce sont des formations très complémentaires que j'utilise actuellement comme outil en cabinet et au travers de mon métier de formatrice puisque je suis toujours formatrice dans les secteurs social et sanitaire également et je propose des formations axées sur la gestion des émotions, la gestion du stress et la connaissance des émotions. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste la sophrologie, l'hypnose, tout cet univers dont tu parlais jusqu'à maintenant, là, tout à l'heure ? Alors, ce sont comme je le disais, des outils très complémentaires. C'est-à-dire que si on commence par la sophrologie, c'est ce que l'on appelle une technique psychocorporelle. C'est-à-dire qu'on va se servir des sensations du corps pour que l'esprit puisse se relâcher, c'est-à-dire arriver à ce qu'on appelle communément l'état de lâcher prise. Donc, on va utiliser la relaxation dynamique. Donc, c'est une relaxation qui passe au travers de mouvements lents du corps basés sur de la contraction et du relâchement musculaire afin de ressentir les sensations qu'amènent ces mouvements. Et de ce fait, reprendre conscience de son schéma corporel. Et comme notre esprit va être occupé à ressentir les sensations au travers du corps, lui, il va lâcher, il va se laisser aller à ces sensations corporelles.
Ensuite, cette relaxation dynamique, elle est couplée avec de la respiration, souvent de la respiration abdominale, mais c'est vrai que moi je propose différents types de respiration qui peuvent servir en eux-mêmes, tout seuls comme ça, comme outil de gestion du stress. On travaille ensuite avec ce qu'on appelle la visualisation, et en sophrologie, c'est surtout la visualisation positive. Donc on va faire appel soit à des souvenirs agréables, soit à des images que l'on imagine, toujours au niveau positif. Et donc, ce qu'il faut savoir surtout, c'est que la sophrologie est basée sur la répétition. Et ce n'est que parce qu'on va répéter, refaire des exercices, penser dans son quotidien à respirer, puisque c'est quand même une technique qu'il faut intégrer dans son quotidien. C'est par la répétition qu'on va petit à petit installer des automatismes au moment des moments où on est moins bien. Voilà, moi je dis toujours, j'ai une phrase et je le répète à toutes les personnes qui viennent me voir, la sophro c'est comme les abdos, c'est-à-dire que si on veut des abdominaux, il faut faire des abdominaux souvent, et la sophrologie c'est pareil, si on veut des résultats, il faut répéter et mettre des techniques, les inclure dans son quotidien. Et du coup, pour ce qui est de l'hypnose ericksonienne dont tu nous parlais tout à l'heure, est-ce que tu pourrais nous détailler un peu plus ce en quoi ça consiste ? Alors, je dirais qu'au départ de toutes ces techniques, il y a l'hypnose. Donc, l'hypnose, et en particulier celle que j'utilise, l'hypnose ericksonienne, qui est une hypnose qui est basée sur la suggestion. On va amener la personne qui vient en cabinet à trouver elle-même les ressources et les outils dont elle a besoin pour débloquer la situation dans laquelle elle se trouve. Donc, ça veut dire qu'on part du principe que la personne a toutes les ressources elle-même et qu'on les a tous en nous, que certaines sont, on va dire, dormantes parce que la vie quotidienne fait que, soit on en met quelques-unes au second plan, et qu'on peut donc les faire revenir. Donc, pour ça, on va amener la personne dans ce qu'on appelle un état modifié de conscience, qui est plus communément appelé un état de transe. Alors ça fait peur ce mot-là, mais il faut savoir que l'état de transe et l'état d'hypnose est un état naturel. On est chacun en état d'hypnose plusieurs fois par jour. Et donc, on va apprendre à la personne, parce que moi je travaille aussi beaucoup avec l'auto-hypnose, c'est-à-dire que je vais apprendre à la personne qui vient me voir à pouvoir s'auto-hypnotiser, c'est-à-dire à se mettre tout seul dans cet état de modifié de conscience au travers de la respiration, au travers de suggestions, au travers de ce qu'on appelle la confusion. Donc je guide, je parle et j'amène les personnes à se relâcher et à aller chercher donc ces ressources qui sont en elles pour les mettre à disposition pour pouvoir s'en resservir dans les heures, les jours, les semaines à venir, comme on peut dire à la fin d'un guidage. Mais c'est vrai que du coup, ce type d'hypnose, par exemple, tu l'utilises pour des personnes qui souhaitent arrêter de fumer ou qui ont des problèmes de sommeil ou qui ont des phobies. Et souvent, l'hypnose qu'on voit à la télé n'est pas celle non plus qui est commune en fait, que tu fais tout simplement. L'hypnose qu'on voit à la télé, c'est une autre hypnose. Ça, c'est de l'hypnose directive et c'est parfois ce qu'on peut appeler aussi de l'hypnose hellmanienne qui vient d'un autre monsieur qui a créé une autre technique d'hypnose. Donc, elle est plutôt directive. C'est 1, 2, 3, voilà, maintenant vous dormez, vous faites ci, vous faites ça. C'est absolument pas l'hypnose que j'utilise en cabinet puisque les personnes, moi, qui viennent me voir ne vont pas se retrouver en situation de ne pas savoir ce qu'elles font. Et de toute façon, il faut savoir qu'en hypnose, on sait toujours ce que l'on fait. Si on n'a pas envie de suivre ce que va dire la personne, on s'endort. Voilà. C'est ce qui se passe sur les plateaux télé, on le voit, on voit les personnes qui ont bien envie de faire ce que la personne le guide va leur dire de faire. Et puis les autres qui n'ont pas envie, l'inconscient à ce moment-là, il dit moi j'ai pas envie de suivre, donc je m'endors. Voilà. Et en cabinet, donc avec l'hypnose ericksonienne, les personnes sont toujours de toute façon conscientes, même si elles sont en état modifié de conscience, mais de ce qui se passe, c'est-à-dire à n'importe quel moment, si dans ce que je vais leur dire, quelque chose ne leur va pas, soit elles sortiront de cet état-là, soit elles ne le feront pas, soit il n'y aura pas d'effet. En fait, en gros, on peut dire qu'avec l'hypnose ericksonienne, si ça ne vous fait rien, ça ne peut pas vous faire de mal, puisque de toute façon, vous ne suivrez que ce que vous avez bien envie de suivre.
Et pour ce qui est de la formation que tu as suivie en sophrologie, est-ce que c'était simultané avec ton travail à l'époque? Comment ça s'est déroulé? Oui, alors moi j'ai fait ma formation en sophrologie il y a pratiquement une vingtaine d'années. Donc c'était une formation que j'ai faite sur des week-ends. Donc j'y allais le week-end en plus de mon travail. Je travaillais, c'était 4 jours par week-end. On faisait, oui, du jeudi au dimanche. Et après, j'avais mis en place du travail qu'on appelle supervisé. C'est-à-dire que j'avais mis en place avec des personnes volontaires, là où j'habitais. Donc, soit des personnes de la famille, soit des amis, qui voulaient bien se prêter au jeu de la sophrologie en groupe ou de la sophrologie en individuel. Et donc, je prenais des notes, je ramenais cela sur les week-ends de formation. Et voilà, donc il y avait la partie pratique que je faisais moi de mon côté, puis la partie pratique et théorique pendant les week-ends de formation. Et du coup, quel type de patients viennent te voir ou quels troubles, maladies tu as l'habitude d'accompagner en sophrologie? Alors en ce qui concerne les adultes, beaucoup de personnes qui ont des moments de stress, soit dans leur travail, soit dans leur vie personnelle, des personnes qui veulent essayer de changer des comportements récurrents qui sont gênants au moment où ils viennent, des personnes qui veulent apprendre à lâcher prise, c'est-à-dire qui ont communément l'esprit très très préoccupé et qui veulent se retrouver un peu eux-mêmes. Ensuite, en ce qui concerne les enfants, donc j'ai une spécialisation en hypnose pour les tout petits. Donc quand je dis tout petits, c'est vraiment les 0-6 ans. Et à ce moment-là, ce sont beaucoup de parents qui amènent des enfants qui ont des problèmes de sommeil, qui ont des problèmes de colère, qui ont des problèmes d'alimentation, on trouve des problèmes d'énurésie, beaucoup de problèmes de ce type-là. Donc j'ai eu pour les plus jeunes, surtout des enfants de 3 à 6 ans. J'ai eu quelques petites exceptions avec des tout petits, mais à ce moment-là, on travaille beaucoup aussi avec les parents. Mais de toute façon, c'est vrai que en ce qui concerne les enfants ou les adolescents, parce qu'il y a pas mal d'adolescents, alors les adolescents vont venir pour des préoccupations au niveau scolaire, pour la préparation des examens, pour des problèmes de harcèlement scolaire, donc de confiance en soi, d'estime de soi. C'est la problématique qu'on retrouve le plus souvent. C'est-à-dire que beaucoup de raisons sont liées à l'estime et à la confiance en soi, du plus petit au plus vieux, hein, de toute façon. Et justement, tu nous parles de l'hypnose pour les petits. Quelle technique tu mets en place et comment ça se passe dans ces cas-là? Pour l'hypnose avec les petits, on utilise surtout l'imagination des enfants. C'est-à-dire que je vais utiliser des jouets, des jeux, des cartes. En fait, dans mon cabinet, il y a plein de jouets. Il y a des caplats, des Legos, des poupées, des peluches, des voitures, des camions de pompiers. Et on va laisser l'enfant, puisque il faut savoir qu'entre 0 et 5 ans, les enfants sont branchés directement à leur imagination. Et donc, on se sert de l'imagination pour que l'enfant, au travers du jeu, trouve lui-même les solutions à ce pourquoi il est venu. Alors pour donner un exemple très concret, un petit garçon qui peut venir pour un problème de sommeil, c'est souvent ce qu'on trouve. J'ai un petit train en bois qui va être le train du sommeil, et puis ce petit garçon se réveille la nuit parce que il a peur de monstres, il a peur de loups, il a peur de la lune, ou d'ombres qu'il y a dans sa chambre, et à ce moment-là, l'enfant de lui-même va mettre en place des sécurités. Donc ça peut passer par des jouets qu'il va mettre sur les rails du train, et symboliquement pour lui, ça va être des éléments qui l'empêchent de dormir, et on va trouver la solution avec d'autres jouets pour que ces éléments sortent des rails et que le train puisse continuer à tourner. Voilà, on travaille beaucoup sur la symbolique, et c'est l'enfant qui va trouver au travers du jeu pendant la séance. Donc en principe, l'enfant reste avec moi, mais les parents peuvent aussi, quand l'enfant est vraiment tout petit et qu'il ne veut pas que ses parents attendent dans la salle d'attente, les parents vont assister aussi à la séance. Et c'est très efficace, parce que sur les enfants, c'est extrêmement efficace, puisque la solution se fait en quelques minutes, voilà, par rapport à un adulte où il faut atteindre ce niveau de conscience modifié pour avoir accès à quelque chose d'inconscient. Chez l'enfant, ça se fait automatiquement.
Tu as une expertise dans l'accompagnement des parents et des enfants. Donc, tu nous disais que pour les enfants, tu accompagnais des petits de 0 à 6 ans. Est-ce qu'il y a aussi des parents qui viennent te voir dans justement la façon de gérer l'éducation avec les enfants ou des problèmes qu'ils rencontrent de stress suite à la parentalité. Est-ce que tu as aussi des parents du coup qui viennent pour traiter ce genre de soucis? Alors j'ai des parents qui viennent, alors soit souvent les mamans, parce que les papas, c'est vrai que généralement on s'aperçoit que ces messieurs ou les papas ont moins de difficultés, enfin d'après ce qu'ils disent, mais c'est surtout les mamans qui osent venir. Mais j'ai aussi des couples qui sont venus pour des problématiques avec des enfants. Donc je voyais l'enfant d'un côté et j'ai reçu les parents à 2 ou 3 reprises pour, avec eux, essayer de trouver des ressources à mettre en place. Alors soit des techniques éducatives, soit parfois je sers aussi de médiation, c'est-à-dire qu'avec les enfants et les parents, je permets aux uns et aux autres de pouvoir se dire des choses qu'ils n'arrivent plus à se dire ou qu'ils n'arrivent plus à se dire sereinement. Donc c'est vrai que ayant cette expertise d'éducatrice spécialisée et dans les problématiques familiales, je peux me permettre de recevoir des gens pour ça et qui me font confiance pour ça. Je retrouve aussi pas mal de problématiques dans les séparations, c'est-à-dire les parents séparés, les enfants donc qui souffrent de ces séparations ou qui posent des comportements problématiques à un moment donné parce que les parents sont séparés. Donc à trouver un terrain d'entente, mettre en place des choses avec les parents pour pouvoir vivre cette séparation et que surtout l'enfant la vive plus sereinement. Donc tu fais aussi de la sophrologie en groupe, notamment dans les milieux professionnels. Quels sont les différents types de séances que tu peux proposer? Alors en milieu professionnel, donc je peux proposer des séances de sophrologie pour les salariés, mais aussi pour les cadres. Ça m'est arrivé de proposer pour des managers ou pour des cadres des séances de sophrologie, des ateliers. Donc à raison d'une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, avec un certain nombre de personnes. En général, je n'en prends pas plus de 10 parce que déjà, je trouve que pour travailler dans de bonnes conditions, c'est pas mal. Donc on se réunit de 1 heure à 2 heures suivant les demandes et puis je leur propose un moment dans la semaine où ils peuvent apprendre des techniques de lâcher prise pour se sentir mieux, pour être moins stressés. Puis ça peut être aussi des séances à la demande, c'est-à-dire qu'avec une problématique particulière, un groupe de dirigeants ou de managers ou de salariés va venir me trouver en me disant voilà ce qui se pose en ce moment sur la structure et on aimerait pouvoir sortir de cette impasse-là avec des séances de sophrologie, mais aussi avec des séances, et ça je l'utilise beaucoup, de programmation neurolinguistique. C'est-à-dire qu'on trouve en PNL des techniques pour pouvoir apprendre à gérer des conflits ou à se sentir mieux dans le milieu du travail. Est-ce que tu proposes aussi des séances de groupe pour des groupes de jeunes ou pour des adolescents? Alors j'interviens sur la mission locale du Pays Basque. Donc là, ce sont des groupes de sophrologie pour les jeunes. Donc à l'inscription, on demande, les jeunes s'inscrivent et viennent régulièrement. Donc il y a à peu près une séance par mois. J'en propose aussi pour des associations. Alors il y a des associations de parents d'élèves qui demandent des séances pour les parents, justement, avoir un moment. J'interviens aussi à la maison des aidants d'Andy Surf pour les mamans. Alors c'est surtout encore des mamans qui viennent. Je répète que la sophrologie est aussi ouverte aux papas et aux hommes. Alors j'ai quelques hommes qui viennent au cabinet, mais c'est vrai que majoritairement ce sont plutôt des femmes. Au niveau de la maison des aidants, sur Bayonne, ce sont des mamans qui trouvent ce petit moment de répit là. Et puis ça peut être aussi pour des associations, pour des adolescents dans les lycées, dans les universités. J'interviens aussi dans le cadre du Crous qui finance des groupes sur certains établissements de formation post-bac. Et après, tout est imaginable. C'est-à-dire que la sophrologie est un outil qu'on peut vraiment utiliser à tous les niveaux, à tous les âges, dans des centres de loisirs, dans des écoles, dans des lycées, dans des universités et dans l'entreprise. Donc pour quelqu'un qui hésite à franchir le pas et à venir essayer la sophrologie, qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour le convaincre de se lancer et de venir te voir? Alors déjà que ça fait pas mal. Ensuite, que ça ne coûte rien d'essayer, mis à part évidemment le prix de la séance, mais au niveau personnel, si ça ne fait pas de bien, ça ne pourra pas faire de mal. Que de toute façon, c'est quelque chose à connaître. Alors, la sophrologie, par essence, est pédagogique, c'est-à-dire que le sophrologue est là pour faire passer des outils. Donc,
À la limite, venez essayer, prenez quelques outils et vous verrez que vous pouvez les essayer tout seul à la maison. Et le but d'un apprentissage de la sophrologie, c'est qu'il faut compter à peu près 4-5 séances en cabinet pour avoir des outils suffisants pour pouvoir les intégrer dans son quotidien et partir du principe que de temps en temps, on peut revenir au cabinet. Alors de temps en temps, moi j'ai des personnes qui viennent depuis 6-7 ans, qui sont venues régulièrement au début à peu près tous les 15 jours, et puis pendant quelques mois, et puis qui ne reviennent qu'au bout de 6 mois, puis qu'au bout d'1 an, et puis encore 7 ans après, qui de temps en temps me disent « Oh, mais au fait, là, j'avais besoin de reprendre un peu, d'avoir un guidage et de résoudre cette situation-là en ce moment. » Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose à intégrer dans sa vie. C'est quelque chose de pédagogique pour le sophrologue qui fait passer les outils. Et pour le pratiquant, c'est quelque chose de très agréable à pratiquer au quotidien, de temps en temps, sans obligation. Mais c'est surtout le moyen de penser à soi et de revenir à soi quelques instants dans la semaine. Mais est-ce que du coup, tu voudrais rajouter quelque chose pour conclure ce premier épisode de podcast? Oui, on me dit toujours oui, mais moi, ce genre de choses-là, je n'y crois pas. Alors, j'insiste toujours sur le fait que ça a quand même un socle scientifique, que ce soit la sophrologie, que ce soit l'hypnose, que ce soit la PNL. Au départ, il y a des psychiatres ou des psychologues qui ont inventé ces techniques-là. Ce sont des techniques complémentaires, mais qui peuvent s'ajouter à plein d'autres choses. Il en existe plein, des méthodes et des techniques pour se sentir mieux, pour lâcher prise, que ce sont des techniques qui sont toujours complémentaires à du médical. C'est-à-dire qu'on emploie, ce ne sont pas des méthodes qui guérissent, ce sont des méthodes qui accompagnent des traitements médicaux. Beaucoup de personnes qui sont en chimiothérapie ou avec des douleurs chroniques ou avec des traitements lourds qui peuvent venir pour alléger la douleur, alléger le traitement et faire que le quotidien soit plus agréable. Donc, de toute façon, n'hésitez pas, venez essayer. Il y a aussi, alors j'allais redire, ça ne coûte rien, mais en fait, il y a aussi des mutuelles qui remboursent maintenant un certain nombre de séances de sophrologie, au même titre que l'ostéopathie, par exemple. Donc, renseignez-vous, on vous fournit, les sophrologues, des fiches d'honoraires pour que vous puissiez vous faire rembourser toute la séance, une partie de la séance ou un certain nombre de séances par an. Mais super, du coup, je te remercie d'avoir participé à ce premier épisode et de nous avoir partagé ton expérience et expliqué ce qu'était la sophrologie. Je remercie encore une fois ma maman d'avoir participé à ce premier épisode pour mon podcast. Si vous avez besoin de précisions ou si vous avez des questions sur ce qu'est la sophrologie, n'hésitez pas à la contacter sur ses réseaux sociaux, Instagram et Facebook, à Laurence Guéry Sophrologie. De mon côté, je vous dis à très vite sur Lumi. Cet épisode t'a plu? N'hésite pas à le partager autour de toi. Il est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si toi aussi tu souhaites témoigner de ton parcours et de ton quotidien, alors contacte-moi sur Instagram.